Avez-vous déjà été expulsé par votre propre famille, pour ensuite être repris par ses proches? Ce n'est pas un film, c'est ma vie. Je suis un homme célibataire d'une trentaine d'années. Pendant des années, j'ai été le fils oublié, harcelé par mon jeune frère et ignoré par mes parents. Avec la pandémie, j'ai perdu mon emploi et j'ai fini par vivre dans un camping-car à la rue, tandis que mon frère et sa famille s'entassaient dans la minuscule maison de mes parents. Pourtant, une fois que j'ai enfin réussi à réunir les fonds nécessaires pour acheter ma propre maison, ma famille, qui se vantait d'avoir tout le droit de vivre, est arrivée à l'improviste, exigeant que je la cède à mon frère. Il voulait que je vive à nouveau dans le camping-car, sur ma propre propriété. La dispute ne concernait pas seulement une maison, c'était une question de respect, de trahison et de survie à l'emprise toxique d'une famille qui s'était retournée contre moi. Ils avaient cassé des serrures, falsifié des documents et tenté de me chasser. Mais cette fois, j'ai tenu bon. J'ai tout enregistré. J'ai appelé la police. Et je me suis défendu plus que jamais. Cette histoire parle de douleur, de survie et de reconquête de ce qui m'appartient de droit. C'est cru, c'est réel, et c'est loin d'être fini. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez la vidéo. Bonne lecture. Grandir n'était pas censé être une zone de guerre. Mais pour moi, c'était exactement cela. Un champ de bataille fait de trahisons silencieuses, de favoritisme chuchoté et de blessures visibles et invisibles. Mes parents avaient un favori évident. Mon frère, qui est né après moi, de 3 ans mon cadet. Ils l'ont entouré d'amour et d'attention, tandis que je devais vivre une enfance rythmée par des paroles acerbes, des punitions et une négligence flagrante. Il n'était pas seulement aimé, il était protégé et gâté. Il me harcelait physiquement et émotionnellement. Ses taquineries et ses railleries ont laissé des cicatrices plus profondes que n'importe quelle blessure d'enfance. Mes parents, ils fermaient les yeux, me punissaient quand je ripostais, le récompensaient quand il enfreignait les règles. Pour eux, j'étais le problème, celui qui devait toujours apprendre à bien se tenir, tandis que les actions de mon frère étaient excusées ou ignorées. Je n'oublierai jamais la sensation d'être assis seul, à écouter les rires de la pièce voisine, sachant que je ne serais incluse que lorsqu'il s'agirait de jouer la famille, devant la famille ou les voisins. Le silence de mon père me blessait autant que les poings de mon frère, et les sourires forcés de ma mère étaient aussi blessants que ses regards déçus. À 18 ans, je préparais déjà mon évasion. Mon foyer n'était pas un refuge, mais une cage. Je suis parti tôt avant même d'avoir terminé le lycée avec un simple espoir que le monde extérieur serait plus clément. Ma famille n'est pas venue à ma remise de diplôme. Elle n'a pas appelé ni pris de mes nouvelles pendant les années qui ont suivi. L'année 2020 a été marquée par son lot de défis. La pandémie a bouleversé des vies, et la mienne n'a pas fait exception. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon appartement. Pire encore, j'ai perdu l'illusion d'un chez-moi. Je me suis retrouvé à dormir dans un camping-car. Un camping-car, symbole de liberté pour certains, était ma tentative désespérée de survie. Mes amis se sont estompés, seul un gentil gardien de nuit, de temps à autre, un concierge d'entrepôt compatissant ont fait partie de mon histoire. Pendant ce temps, mon jeune frère, sa femme Syl, au caractère dramatique et éblouissant, et leur progéniture toujours plus nombreuse restaient retranchés dans la maison exiguë de nos parents. Leurs exigences se faisaient de plus en plus pressantes à mesure que leur situation devenait chaotique. Syl, dans toute sa splendeur manipulatrice, jouait son rôle de mère innocente et patiente, transformant chaque confrontation en preuve que j'étais le méchant de ma vie. Même les cousins et les tantes, des membres de la famille qui jadis jasaient sur le favoritisme flagrant de mes parents, observaient maintenant de loin, certains secouant la tête, d'autres murmurant, qui pourrait lui en vouloir d'être parti. Mais personne n'est intervenu. Personne ne le fait vraiment. Pourtant, dans la solitude de ce camping-car, entouré par le bourdonnement de la ville et le froid de la nuit, j'ai trouvé une force inattendue. J'ai compris que la douleur que je portais était à la fois un poids et une force motrice. Le rejet, la trahison, il pouvait briser une personne ou ouvrir une nouvelle voie. C'est ici que mon histoire commence vraiment. Un fils rejeté par le sang, mais prêt à se battre avec tout ce que j'ai pour récupérer ma dignité et ma maison. Mais la bataille était loin d'être gagnée, et ce qui m'attendait allait mettre à l'épreuve non seulement ma résilience, mais aussi la définition même de la famille. Cela allait réveiller tous les vieux fantômes et toutes les blessures secrètes, m'opposant à ceux qui auraient dû me protéger et changeant à jamais le cours de notre famille. Restez avec moi. En vous racontant ce qui s'est passé lorsque je leur ai enfin tenu tête,
Vous verrez, la famille n'est pas toujours ce qu'elle prétend être. Et parfois, il faut tout perdre pour se retrouver. Après avoir perdu mon emploi pendant la pandémie, le sol s'est effondré sous mes pieds. Le rêve de stabilité s'est transformé en cauchemar d'incertitude. Mes économies étant épuisées et sans autre recours, je me suis retrouvé seul, frigorifié et sans abri. Mon sanctuaire est devenu l'espace exigu d'un camping-car fixé à mon vieux camion. Il n'y avait pas grand-chose, pas d'eau courante, pas de vraies toilettes, juste le strict nécessaire. Les nuits étaient les plus dures. Chaque bruissement dans l'obscurité me faisait frissonner. Je dormais sur des parkings ou dans des ruelles oubliées, toujours à moitié éveillé, attendant qu'un policier frappe ou que quelqu'un essaie d'ouvrir la porte. Les rues de la ville étaient impitoyables, je ne pouvais me débarrasser de la peur de ne pas être en sécurité. La solitude me poignardait au plus profond de moi-même à minuit. Parfois, tandis que la pluie s'abattait sur le toit métallique, je serrais un vieux livre de poche contre moi ou parcourais indéfiniment les pages de mon téléphone, espérant que quelqu'un me tende la main. Les violentes rafales hivernales s'infiltraient par tous les recoins, et le vieux radiateur électrique peinait à suivre. Mais la douleur émotionnelle était pire. Les regards et les murmures des passants étaient blessants. Pire encore étaient les railleries. Voisins et inconnus chuchotaient à propos du type qui vit dans un camping-car. Ma propre famille, dont la maison surpeuplée était à quelques kilomètres de là, ricanait devant ma détresse. Ils me traitaient de clochard, d'échec, réduisaient tout ce que j'étais et avaient été à un seul mot pitoyable. Mon frère et sa femme me montraient même du doigt et riaient, tandis que mes parents ne proposaient leur aller que si je leur payais plus que le loyer d'un vrai appartement. Le désespoir m'envahissait presque. Certaines nuits, je restais éveillé, hanté par de vieilles blessures d'enfance, souvenirs de favoritisme, de punition et d'exclusion. Je me demandais combien de temps encore je pourrais supporter. Et pourtant, à l'intérieur de ce petit camping-car, un feu tenace brûlait. Je n'étais pas vaincu. J'ai appris à m'adapter, non seulement pour survivre, mais aussi pour garder un mince espoir. Je boitais jusqu'à l'épicerie pour acheter les repas les moins chers. J'ai trouvé des moyens de recharger mon téléphone et mes batteries, même si cela impliquait de brancher une rallonge électrique à une prise extérieure éloignée. Je suis devenu débrouillard parce que c'était nécessaire. Le travail s'est fait lentement. Un jour, le propriétaire d'un petit entrepôt m'a donné sa chance, découvrant, au-delà de mon apparence dépenaillée, ma bonne volonté intérieure. Un agent de sécurité, un homme gentil travaillant de nuit, est devenu un ami rare, venant parfois me voir et partageant une tasse de café chaud et avarié. Ces gestes, aussi insignifiants soient-ils, sont devenus des bouées de sauvetage dans un océan d'isolement. Malgré les humiliations quotidiennes, la douleur et le froid, le camping-car est devenu ma forteresse, un sanctuaire délabré et la preuve que même dans les moments les plus sombres, la survie est possible. Jour après jour, pas à pas, la douleur s'est transformée en une nouvelle forme de force. J'apprenais, douloureusement, que personne ne viendrait me sauver, sauf moi-même. Et puis, après des mois de galère et de refus de perdre espoir, j'ai trouvé un meilleur emploi, une bouée de sauvetage qui m'a permis de me remettre sur pied, un salaire après l'autre. J'étais meurtri, mais pas brisé, un homme qui avait presque tout perdu, sauf sa volonté de continuer. Mais la bataille n'était pas encore terminée. Alors que je commençais à reconstruire mon avenir et à me construire une nouvelle vie, l'avidité de ma famille prenait progressivement de l'ampleur. Ils avaient jeté leur dévolu sur la seule chose pour laquelle je me battais encore, mon droit à un logement et à une vie à ma façon. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Le jour où j'ai enfin franchi la porte de la maison préfabriquée dont je rêvais m'a semblé surréaliste. Après des années de galère, dormir dans un camping-car, survivre et affronter l'indifférence de ma famille, j'avais enfin un chez-moi. C'était modeste, une petite propriété de 3 chambres, mais c'était le mien. Presque chaque dollar économisé a servi à la compte, chaque choix difficile et chaque sacrifice s'accumulant comme des briques sous mes pieds. Niché dans le jardin se trouvait mon vieux camping-car, usé et patient, témoin silencieux de mes combats. L'espace d'un instant, je me suis permis de croire que j'étais en sécurité, victorieux, peut-être même libre. Mais les traumatismes familiaux ne disparaissent pas comme ça, ils s'enveniment. Je n'étais pas naïf, mais rien ne m'avait préparé à la rapidité avec laquelle ma famille allait ressurgir, non pas avec des célébrations, mais avec une avidité qui fait mal comme du verre brisé. Quelques semaines après mon installation, mes parents, mon frère Dan,
sa femme Sil et leur horde d'enfants sont arrivés sans prévenir. Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont rien demandé. Ils ont déboulé chez moi comme des touristes prétentieux à une journée portes ouvertes, leur rire résonnant sur les murs tandis qu'ils fouinaient dans tous les recoins, s'appropriant un espace qui n'avait jamais été le leur. Ma mère, scrutant du regard les meubles que j'avais récupérés à la va-vite, murmurait que tout cet espace supplémentaire était gaspillé pour quelqu'un sans femme ni enfant. Dan, toujours à la recherche d'un angle, rappelait à tous combien mon appartement était proche de son travail, comme si cette proximité à elle seule lui donnait droit à mon avenir. S'il lançait des regards suffisants et entendus, le genre qui me faisait comprendre que je devrais bientôt me battre à nouveau pour ma dignité. Ce sentiment d'accomplissement que j'avais ressenti s'est brisé. Dan m'a coincé lorsque les autres sont sortis sur le porche. Son regard était déterminé, sa voix ferme, pleine de droit. « Cette maison est trop grande pour toi, » dit-il d'un ton neutre. « Laisse-moi m'installer avec ma famille. Tu pourras prendre le camping-car dans le jardin. » C'était moins une question qu'une exigence, un coup de poing dans le ventre enveloppé de familiarité. Pas question de loyer, aucun respect pour mes sacrifices, juste cette hypothèse obstinée que ma vie, ma maison, pouvait être divisée pour son propre bien. C'était comme si chaque affront de l'enfance était revenu, mûri en quelque chose de bien plus audacieux. J'ai essayé de rester calme, de lui faire comprendre. C'était mon sanctuaire, mon échappatoire à la douleur que lui et nos parents avaient autrefois provoquée. Mais il me coupait la parole, comme si ma voix n'avait jamais compté. Puis, toute la famille est arrivée, mes parents, Dan et Sil, pressant fort, transformant mon salon en salle d'audience. « Fais-le pour Dan », scandait-il sans cesse, leur voix devenant plus forte, couvrant mes supplications. Sil, toujours aussi théâtral, s'est lancé dans une tirade sur la façon dont je condamnais leur famille, utilisant sa grossesse comme arme contre mon refus. J'ai tenu bon. C'est là que la situation a dégénéré. Sil s'est jeté sur moi et m'a frappé au visage avant que Dan ne la retienne. Je ne m'étais jamais senti aussi trahi, aussi exposé. Non seulement il voulait ma maison, mais il voulait aussi mon humiliation. Mais des années de survie dans un camping-car m'avaient appris la force de tenir bon. J'ai brandi mon téléphone, enregistrant le chaos, les accusations, le drame, déterminé à ne pas perdre tout ce pour quoi je m'étais battu. À l'arrivée de la police, c'était le chaos total. Dan et Sil se sont enfermés à l'intérieur, ont changé les serrures, ont brandi de faux papiers portant ma fausse signature, prêts à tout pour revendiquer leur propriété par tous les moyens. C'était un siège, non seulement contre ma propriété, mais aussi contre mon estime de moi-même et mon indépendance durement gagnée. Malgré tout, j'ai tenu bon. J'ai affronté la police et ma famille, la voix ferme pour la première fois depuis des années. C'est ma maison, ma vie. Vous ne me la prendrez pas. La journée s'est terminée avec ma famille contrainte de plier bagages et de partir, son amertume exposée aux yeux du monde entier et de la police. Mais lorsque ma porte d'entrée s'est enfin refermée derrière eux, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais branle, fragile. Les fissures au sein de ma famille étaient plus profondes que jamais, la confiance brisée, et je savais que cette tempête hivernale dans nos vies était loin d'être terminée. Ce qui s'est passé ensuite allait me pousser à bout, testant les limites de la loyauté, du pardon et de ce que signifie réellement appeler un endroit, chez soi. Restez à l'écoute. Car au fil de cette histoire, le véritable prix de la famille et de la liberté sera enfin révélé. La tension était palpable ce jour-là lorsque la police s'est présentée à ma porte, appelée par nul autre que mon propre sang, mon frère, mes parents et Sil qui venaient de tenter illégalement de saisir ma maison. Je me tenais dans mon propre jardin, chaque cicatrice des mauvais traitements subis durant mon enfance palpitant sous la vive douleur de la trahison. La maison pour laquelle j'avais tant travaillé, symbole de ma survie, était désormais le point zéro d'un siège familial. 4 policiers au total, les yeux lasses, la voix terne par l'épuisement de trop nombreuses disputes conjugales, m'ont demandé ma carte d'identité et m'ont écouté raconter le chaos. Je les ai accompagnés jusqu'au porche, leur montrant la serrure cassée et percée, ainsi que le jeu de forêt bon marché que mon frère et Sil avaient laissé derrière eux. C'était à la fois ridiculement stupide et d'une réalité déchirante. À l'intérieur, Dan et Sil étaient barricadés avec mes affaires, refusant d'ouvrir. La police tenta de les raisonner, mais la logique s'abattit sur eux comme la pluie sur la pierre. Et lorsqu'ils sortirent enfin, ils sortirent leur pièce maîtresse, un contrat de location, prétendument signé de ma main, mon nom, maladroitement falsifié, en gribouillant comme un enfant. Je ne pus que contempler leur audace,
incrédule. Mes émotions oscillaient entre colère et humiliation. Il ne s'agissait plus seulement de perdre une maison, mais d'une atteinte directe à mon intégrité et à tout ce que l'âge adulte et le travail acharné m'avaient apporté. Heureusement, les policiers sont restés imperturbables. Ils ont recueilli des dépositions, posé des questions précises et ont clairement fait comprendre à ma famille que squatter mon domicile sous de faux prétextes et avec un faux bail était un crime, et non une affaire de famille. Mais au fur et à mesure que le cirque juridique se déroulait, c'est la violence émotionnelle qui m'a frappé le plus. La trahison de ma propre personne, en tant qu'adulte, après des années de dévalorisation enfantine, m'a marqué plus profondément que tout ce que j'avais vécu en vivant sans abri dans un camping-car. J'ai regardé mon frère et mes parents dans les yeux et j'ai vu des inconnus. Une question me taraudait, pourrais-je leur pardonner? Voulaient-ils seulement être pardonnés, ou juste une autre chose de ma part? Malgré ce désordre, quelques policiers m'ont pris à part. Une jeune inspectrice m'a murmuré qu'elle admirait mon courage, que la plupart des gens auraient cédé à la famille. Il faut du cran pour se battre contre son propre sang. Un policier plus âgé, la moustache hérissée, m'a dit « Vous seriez surpris de voir à quel point ce genre d'enfer est courant. Vous n'êtes pas seul. Ne vous laissez pas prendre pour tel. » Une fois la poussière retombée et ma famille évacuée, c'est mon frère qui m'a remis les clés de la nouvelle serrure qu'il avait installée. Pas vraiment, mais plutôt jetée dans la rue, dans un accès de dépit enfantin. Je les ai récupérées dans un égout pluvial sous le regard des policiers, chaque clé étant une petite victoire mesquine reconquise. Mais même une fois la tempête passée, mes parents ont intensifié leur campagne. Ma mère a marchandé, pleuré, supplié qu'on lui propose un marché pour le faire pour Dan. Proférant des promesses creuses et des menaces teintées de culpabilité. J'ai refusé, je n'étais plus le garçon caché dans sa chambre, mais quelqu'un qui pouvait enfin tenir bon. La rage de Syl atteignit son paroxysme, se terminant par une violente agression contre moi et un nouveau rapport de police, une frontière de papier où les liens familiaux s'étaient déjà rompus. Les lignes de bataille émotionnelles et juridiques étaient claires. J'avais la loi. J'avais ma propre voix. Chaque vague de drame m'a appris que gagner ne se résume pas à garder sa maison, mais aussi à préserver son estime de soi lorsque ses proches tentent de la lui arracher. Ce jour-là n'était pas la fin, mais un nouveau départ dans ma lutte pour mon propre récit, mes propres limites et mon autonomie. Alors que la porte se refermait derrière les policiers et que ma famille se retirait pour l'instant, je savais que des tempêtes plus profondes se préparaient. Mais cette fois, j'étais prête. Et ce qui a suivi allait tester les limites de la famille, du pardon et le prix de la paix intérieure d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Restez avec moi, le cœur de la bataille reste à venir. L'effondrement du mariage de Dan et Syl a été ressenti comme un désastre au ralenti qui a laissé des ondes de choc dans une famille déjà en suspens. La transformation de Dan fut saisissante. Le frère arrogant et favori qui s'était autrefois moqué de mes malheurs s'avança en titubant jusqu'à mon camping-car, une bouteille de whisky dans une main balafrée, la douleur de la trahison gravée sur son visage. Dans ces moments crus, j'ai entrevu la vérité sous son masque de droiture. Il était perdu, blessé, dépouillé de tout ce sur quoi il avait bâti son personnage arrogant. Pour la première fois, le pouvoir changea. L'enfant chéri avait disparu, il ne restait qu'un père meurtri par ses propres mauvais choix et une relation toxique, en quête désespérée de stabilité. Nous restâmes assis ensemble pendant des nuits sombres et calmes, les vieux films défilant sur mon lecteur DVD cabossé, les parties de Uno et de bataille navale adoucissant des décennies d'âpre rivalité. Il n'y eut pas d'excuses, pas au début, mais le remords suintait dans nos silences un rameau d'olivier fragile et muet. Syl, en revanche, révéla pleinement l'ampleur de sa manipulation et de son narcissisme. Les sombres secrets de la famille furent dévoilés au tribunal. SMS, relevés téléphoniques, tests ADN prouvèrent sa trahison. Le plus jeune bébé n'était pas de Dan. Un juge, connu pour son mépris des infidèles, la déposséda de presque tout, la garde, la pension alimentaire, et même sa dignité au tribunal. Elle se retrouva avec un droit de visite partiel, des montagnes de dettes et une réputation en ruine. Elle m'en voulait, bien sûr, sa dernière arme avant de disparaître de nos vies. Sans le drame de Syl, notre famille a lentement et douloureusement changé. Ma mère, toujours complice en coulisses, n'a pas pu maintenir sa défense. Elle s'est excusée, d'abord timidement, comme pour tâter le terrain à chaque « je suis désolé » qui sortait de sa bouche. Mon père est devenu plus silencieux, mais la chaleur de son regard a fait place à la résignation,
peut-être même au regret. Des années de favoritisme et de négligence résonnaient dans chaque réunion de famille gênante, impossible à ignorer maintenant que les masques étaient tombés. La vie ne s'était pas arrangée comme par magie. Les blessures étaient profondes, la méfiance encore plus profonde. Mais, petit à petit, un espace s'est ouvert pour quelque chose de nouveau. Dan, épuisé financièrement et émotionnellement vide, a emménagé dans mon vieux camping-car pour que son fils aîné puisse avoir sa propre chambre. C'était un étrange écho à mon propre passé. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de survie, mais de sacrifice d'un parent qui faisait enfin passer l'autre avant lui. Les plus jeunes, autrefois sauvages et distants, se sont rapprochés de moi à mesure que l'influence de leur mère s'estompait. Je suis devenu le bon oncle, d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible, en gardant les enfants, en les guidant, en leur enseignant, oui, parfois, simplement en leur offrant un refuge lorsque leur vie tournait mal. Une fois la poussière retombée, ma famille n'était pas guérie, mais elle était en train de changer. Les petits gestes comptaient. Un merci par-ci, un café par-là, parfois un simple silence, sans hostilité. Ma maison était toujours la mienne, pas un trophée pour les ambitions de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, l'espoir semblait réel. Ce chapitre ne s'est pas terminé par des retrouvailles hollywoodiennes ou un pardon général, mais par quelque chose de plus honnête, une paix incertaine, un respect durement gagné et la promesse prudente d'un renouveau. Et à mesure que l'histoire avance, je me sens enfin prête pour la suite, car tenir bon ne consistait pas seulement à gagner contre eux, mais aussi à enfin me choisir. Ristez Connects. Le voyage n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Après le chaos familial, les trahisons, les batailles juridiques, la confiance brisée, je me retrouve enfin dans un état de maîtrise de soi durement gagné. Le cheminement fut long et éprouvant, jalonné de moments où le poids de mon passé menaçait de m'engloutir. Il y eut des nuits où je remettais tout en question. L'amour, la loyauté, ma propre valeur. Pourtant, à travers l'obscurité, quelque chose d'inattendu a émergé. La paix. Non seulement l'absence de conflit, mais un réconfort profond et profond, celui de maîtriser mon histoire et mes choix. Pour la première fois, je ressens une véritable maîtrise de mon destin et de mon espace. Chaque dispute avec mes parents, chaque violente dispute avec mon frère, chaque manœuvre tortueuse de Syl, tout cela était plus que des obstacles. C'était des leçons de limites. Pas seulement des murs autour de mon foyer, mais des limites moins visibles qui protègent mon cœur de ceux qui me prennent pour acquis. J'ai appris la valeur inébranlable du « non », et j'ai enfin compris que le respect de soi ne se transmet pas. Il se revendique, parfois au prix de grands sacrifices. Je réalise maintenant que la famille ne se définit pas toujours par le sang. Parfois, ce sont ceux qui vous choisissent. Les locataires devenus amis, les gars qui rient et jurent pendant les soirées poker, les voisins, et même cet agent de sécurité de nuit qui surveillait autrefois mon camping-car cabossé, tous prouvent qu'une famille choisie peut être le lien le plus fort. Le camping-car qui était autrefois mon refuge d'urgence est aujourd'hui un monument de ma résilience. Je passe parfois devant et me souviens des années où j'ai survécu en isolement, m'accrochant au pire pour pouvoir construire quelque chose de meilleur. Sa coque usée n'est pas seulement un souvenir de souffrance, mais aussi de transformation. Comment la douleur s'est transformée en courage, et le courage en une vie qui m'appartient. Bien sûr, il y a des cicatrices. Le passé ne s'abandonne pas si facilement. Il murmure, parfois hurle, dans l'ombre de la mémoire. Mais je l'affronte désormais non pas comme une victime, ni comme le mouton noir ou le bouc émissaire familial, mais comme l'architecte de mon monde, le gardien de ma propre paix et le gardien de mon foyer. Je sais qu'il y aura d'autres tempêtes. Après tout, la vie n'est jamais vraiment sans drame. Mais j'affronterai ce qui m'attend les yeux ouverts, et cette fois, à mes conditions. Je serai peut-être seul, ou aux côtés de ceux qui ont mérité une place à mes côtés, mais je resterai inébranlable. Alors, est-ce la fin? Pas vraiment. Au contraire, c'est plutôt le début d'un nouveau voyage, nourri par le respect de soi, la clarté et le réconfort d'une véritable liberté. Je vis sans complexe, porté par les leçons que j'ai apprises au prix de mon sang. L'histoire n'est pas terminée. Le rideau tombe sur ce chapitre seulement, et j'avance avec force, prêt à affronter la suite. Voici un nouveau départ et une vie pour moi-même, quoi que demain m'apporte. Alors que je suis assis ici, après toutes les tempêtes, les trahisons et les combats pour quelque chose d'aussi fondamental que le respect et un foyer,
je ne peux m'empêcher de pousser un long soupir que j'ai l'impression de retenir depuis des années. C'est étrange, vous savez, comme toute cette douleur vous rend plus fort. Chaque claquement de porte, chaque blessure de ceux en qui j'aurais dû avoir confiance ont laissé des cicatrices, mais m'ont aussi appris ce que signifie vraiment la résilience. Je veux être honnête avec vous, il y a eu bien des jours où j'ai douté de moi, où la solitude m'étouffait et où le vieux sentiment d'être à la hauteur est revenu. Mais là, enfin, j'ai appris que peu importe ce que les autres essaient de vous prendre, votre paix, votre dignité, votre sentiment d'appartenance, c'est à vous de les défendre. Et votre valeur ne se mesure pas à ceux qui refusent de la voir. Maintenant, je regarde autour de moi et tout me semble différent. Ma maison est bien plus que 4 murs, elle symbolise tout ce pourquoi je me suis battu. La liberté, le respect de soi et un vrai confort. Ce camping-car cabossé à l'arrière me rappelle les moments les plus sombres, mais aussi que la survie est possible et que l'épanouissement est réel. Je peux ouvrir ma porte à mes amis, partager un bon moment après une dure journée, jouer au poker, peut-être même recommencer à sortir avec quelqu'un, et tout cela à ma façon. À tous ceux qui ont regardé cette vidéo, écouté mon histoire, qui m'ont soutenu, ou même qui sont simplement restés ici jusqu'ici. Merci du fond du cœur. Votre temps est précieux pour moi. Partager tout cela n'a pas toujours été facile. Cela a ravivé beaucoup d'émotions. Mais votre soutien, vos commentaires, vos encouragements ont fait toute la différence. Vous avez transformé mon histoire de solitude en quelque chose de bien plus grand, de vraiment important. Si mon histoire vous a touché, si mes combats et mes victoires vous ont apporté de la valeur, voire du divertissement, n'hésitez pas à aimer, à partager cette vidéo et à vous abonner pour en savoir plus. Vos commentaires contribuent non seulement à développer ma chaîne, mais me permettent aussi de savoir que je ne crie pas dans le vide. Partagez-moi vos pensées, vos histoires ou vos conseils. Je lis chaque commentaire, et ensemble, nous pourrons peut-être aider quelqu'un qui se sent perdu à retrouver le chemin de la vérité. Merci d'être là. À la guérison, à la croissance et à la force de tous. À la prochaine. Prenez soin de vous et ne laissez personne décider de votre valeur.